As-tu l'impression de ne pas être fait pour recevoir, ou pire, de pouvoir recevoir que de la merde? À force de recevoir des pots, on vient qu'on ne veut plus de fleurs. Bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger, en explorant les différences dans les façons de penser et d'être. Parce que lorsqu'on se sent vu et entendu, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à recevoir et à créer ta propre vérité. Bonjour. Il est si facile de se dévaloriser qu'on finit par croire qu'on ne mérite rien, surtout qu'on nous a dit de ne pas s'enfler la tête avec des compliments. Aujourd'hui, on parle de la différence entre vouloir recevoir et être capable de recevoir. Pourquoi j'ai décidé de faire cet épisode-là? Parce que je suis dans le milieu du soloprenariat, donc de l'entrepreneuriat, et tout ce que je me rends compte, c'est que le monde veut des clients, ils veulent de l'argent, ils veulent du temps, ils veulent beaucoup. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, puis je m'inclus là dans ils veulent, on veut tellement et souvent ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a très peu de ce qu'on veut. Fait que je me suis interrogée sur la chose, j'ai investigué la chose, je me suis auto-observée depuis mes 10 ans d'entrepreneuriat, puis j'ai fouillé dans tout ce que j'ai côtoyé comme clientèle, ce que j'ai entendu par le biais de mes réseautages et tout ça, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, que la différence entre vouloir recevoir et pouvoir recevoir se situe à un endroit très subtil, mais très rendu évident pour moi. C'est que vouloir recevoir, c'est un désir, une aspiration, un rêve. On veut, OK? Ça finit là. Mais être capable de recevoir, ça dépend de notre posture, ça dépend de notre conception de nous. Et c'est vers là que je veux t'amener aujourd'hui. Donc, je vais t'amener des révélations choc, des révélations pour que tu puisses te voir dans ta posture, parce que le premier pas vers toute transformation, c'est de se voir. Un coup qu'on se voit, on peut faire des nouveaux choix. Mais si on se voit pas, on est mal pris. Et moi, je veux t'aider à te voir, comme dans tous les épisodes du podcast. Je te révèle tout le temps au début comment te voir, comment poser un regard sur toi que tu n'as peut-être jamais posé. Puis après ça, je t'amène des trucs. Mais si on se voit pas, on peut pas aspirer à autre chose. Donc, je vais te parler aujourd'hui de différentes choses, dont moi, comment je me suis rendu compte que j'étais totalement inapte à recevoir, parce que quand je m'en suis rendu compte, là, ça m'a vraiment frappé en plein visage, puis je me suis dit, c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma business. Je vais t'en parler un peu plus loin, mais ça a vraiment eu un impact important quand je me suis rendu compte que j'étais totalement inapte à recevoir, malgré que je voulais recevoir et que je me disais prête et capable, mais ça va au-delà du vouloir. Alors, j'y vais avec des révélations choc. De quel clan fais-tu partie? Les trop ou les pas assez? On a de la misère à recevoir un compliment et on se demande pourquoi on manque d'argent ou d'amis ou de clients. Les trop et les pas assez, là. Ah, j'ai encore oublié ça. Les trop et les pas assez. J'appelle ça quasiment un syndrome parce que je me suis rendu compte, puis à cette heure, quand je me présente en réseautage, je dis, y en a-tu qui sont dans le clan des trop ou des pas assez? Puis tout le monde lève la main pratiquement. On fait souvent partie au moins de un des deux, si c'est pas les deux. Et je me suis rendu compte que c'était directement relié à notre capacité / aptitude à recevoir, parce que il y a comme de manière sous-jacente, comme cachée en arrière du vouloir recevoir, il y a, et ça là, ça remonte à longtemps, là, ça date pas d'hier, c'est pour ça que c'est rendu à un niveau d'inconscience très élevé, parce que ça remonte à tellement loin, ça remonte à des préceptes religieux.
le devoir mériter. Tu as sûrement déjà entendu l'expression gagner son ciel. Tu as sûrement déjà entendu l'expression faut travailler dur. Euh, de- 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 on est né pour un petit pain. Donc, la notion de mérite est très profondément ancrée dans nos gènes. Donc, c'est plus au stade de choix. C'est comme si on avait reçu une dose par le biais du transgénérationnel. C'est comme si on avait reçu un vaccin, une dose qui nous propose constamment qu'on ne méritera jamais. Et qu'est-ce qui a fait que ça a tellement pogné, que ça l'a tellement séduit une population? C'est que de devoir mériter, et je trouve ça super intéressant parce que ça me vient en même temps que je te le partage. Euh, de devoir mériter a amené l'espoir. C'est pathétique, mais c'est ça. De devoir mériter, ça a fait comme on vous redonne un peu de pouvoir, on vous redonne un peu de contrôle. Arrangez-vous pour être fin, être bienfaisant, être un petit humain exemplaire et vous allez gagner votre ciel, vous allez mériter de recevoir. Et c'est cet espoir-là qui était comme amené, pas en nommant, là, on vous donne de l'espoir aujourd'hui. Non, non, non. Ça veut dire, arrangez-vous pour mériter et vous allez pouvoir recevoir. Donc, donnez, vous allez recevoir. Donc, on nous a vraiment titillé avec le pouvoir d'avoir un pouvoir sur notre capacité à recevoir et on s'est mis à glisser inconsciemment dans ce processus-là. Ben, si je m'arrange pour mériter, ben, je vais recevoir un jour. Et malheureusement, c'est pas le faire qui nous amène à devenir apte à mériter, c'est notre être, c'est notre conception de nous. Et c'est pour ça que je vais approfondir là-dessus aujourd'hui parce que c'est tellement difficile de nous voir dans notre inaptitude, dans notre incapacité à recevoir, qu'on se dit wow, oui, je suis prête, je suis capable, wow, oui, il y a pas de problème. Puis tu sais, je l'ai vu tellement souvent chez des solopreneurs. Puis puis si c'est pas là, c'est parce que c'est pas là. Tu sais, j'étais comme, fait que ce que je me suis rendu compte aussi en accompagnant les solopreneurs, c'est que leur inaptitude était différente. Donc oui, il y a le phénomène de se concevoir comme trop ou pas assez, mais il y en a, les hyperempathes, par exemple, ont une tendance à vouloir s'effacer. J'en ai parlé dans plusieurs épisodes précédents que lorsque on a tendance à s'effacer face à notre succès parce qu'on a peur d'être orgueilleux alors qu'on devrait être fier, ben la fierté, c'est pas pour rien que l'épisode était avant, la fierté est un espace prétendument d'orgueil dont on se prive et qui va faire une différence sur notre aptitude à pouvoir recevoir. Donc, être capable de recevoir, ça veut dire je me donne 100% et je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit pour mériter. J'accepte d'être servi comme un roi, je sais pas, il y a un film que j'aime beaucoup, là, L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio, puis quand il dit « je veux et j'exige », ben c'est un petit peu ça. Si t'es pas capable d'arriver dans cet espace-là où la question de mériter ne se pose même plus, ben c'est dans cet espace-là que tu dois travailler parce que normalement, OK, on efface la religion de l'équation, on efface la société de l'équation et on retourne dans notre espace de l'attitude divine, donc dans notre aspect initial. Est-ce qu'un enfant mérite de manger? Est-ce qu'un enfant mérite de manger? Est-ce qu'un enfant mérite de boire? Est-ce qu'un arbre mérite du soleil et de l'eau? Lorsqu'on s'installe dans cet espace-là, on se dit, ouais, peut-être que je me suis égarée dans l'espace où je devais mériter et on explore la possibilité que peut-être qu'on n'a pas tant à faire pour mériter parce que
mériter vient vraiment de concepts où est-ce que on ne mérite pas. Donc, ça veut dire qu'on est trop passé, inévitablement, là. OK? Et ça ne vient pas de la nature. C'est pas la nature qui nous a enseigné qu'on devait mériter, là. Donc, si ça vient pas de la nature, ça vient de croyances. Que les croyances soient scientifiques, religieuses, socioculturelles, on s'en fout. Ça demeure des croyances. Donc, ça veut dire que à un moment donné ou à un autre, tu dois te permettre de ne plus croire en cette croyance-là et de te repositionner. Et moi, il a fallu que je fasse ce choix-là parce que je vais te raconter. Je sais que je l'ai raconté dans d'autres, mais là, je vais vraiment insister sur plus l'angle de être capable de recevoir. Donc, je vais te partager qu'est-ce qui m'a fait rendre compte beaucoup que j'étais totalement inapte à recevoir. Alors, je suis à peu près en 2000... ouais, je crois que mon deuxième livre était sorti. Fait que je vais être en 2022, 2023 peut-être. Et je m'en vais à un salon d'exposition. Donc, j'étais exposante dans un salon. Et je me lève un matin et j'avais publié une vidéo qui partageait... je me souviens même plus c'était quoi, mais en tout cas, c'était très émouvant. Puis, je me lève le matin, je prends mes messages et là, j'ai une amie qui m'avait laissé un message Messenger et qui pleurait sa vie, à quel point ça l'avait touchée, bouleversée, qu'enfin elle comprenait tellement de choses, puis que ça lui faisait tellement du bien de pas se sentir seule dans l'espace que j'avais partagé, puis la grosse affaire, puis là, j'étais comme, OK, OK, tu sais, coudon, wow, tu sais, et ça m'avait pas encore arrivé beaucoup, ça. J'avais souvent, tu sais, les gens, quand ils venaient me voir en consultation, ils arrivaient d'une façon, ils ressortaient, ils flottaient, ils étaient heureux, puis ils me disaient combien c'était extraordinaire. Mais, tu sais, ça se limitait à l'espace consultation. J'avais un petit peu, tu sais, j'avais quand même des témoignages 2 jours après, là, dans mon système. J'avais quand même des témoignages, mais pas autant par rapport à la proportion de clients, là. Tu sais, mon ratio de témoignages était, euh, euh, en tout cas, pour moi, parce que c'est sûr que c'est très relatif, il y en a qui auraient été contents d'en avoir autant. Moi, je me disais, crème, comment ça qu'ils flottent quand ils sortent, puis qu'ils n'ont pas envie de le dire à toute la planète. Fait que j'étais comme, OK. Donc, j'étais consciente qu'il y avait un frein quelque part. Parce que il ne fakeait pas, là, quand il sortait, il tripait vraiment. Fait que je me disais, pourquoi ils n'ont pas envie de le dire à tout le monde? Pourquoi tu sais? Fait que j'avais ce questionnement-là. Et donc, j'avais ce petit témoignage-là. Fait que là, je vais prendre ma douche, je me prépare, et là, je m'en vais dans le corridor, et je rencontre mon ami, on faisait le salon toutes les deux, et là, je lui partage, tu sais, cet émoi-là, ce bouleversement-là que je vis, puis là, je pleure comme un bébé, comme quoi que, crème, on dirait que le monde, il commence à me voir que je fais une différence dans leur vie, puis tout ça, tu sais, j'étais toute émue. Et là, on arrive en bas, non, on est dans l'ascenseur, puis là, il y a une autre amie qui arrive, puis là, elle me regarde, elle dit, voyons, c'est que t'as. Puis elle est médium. Fait que, tu sais, elle me lit comme dans un livre ouvert. Fait que, en plus d'être mon amie, elle est médium. Fait que, elle dit, qu'est-ce qui se passe là, ma belle? Puis là, elle voit bien, tu sais, que, tu sais, c'est pas d'un pleur de tristesse, elle le voit bien. Puis là, elle dit, ce qui se passe? Fait que là, j'y partage ça. Elle dit, tu sais, Chantal, elle dit, va falloir un jour, là, que tu sois capable d'accepter que t'es extraordinaire puis que tu fais une différence dans la vie des gens. Et là, je me remets encore à pleurer encore plus, tu sais, j'étais comme, voyons un matin, qu'est-ce qui se passe? Et là, puis tu sais, je voyais bien que ça avait de la misère à rentrer, là. C'était comme, tu sais, je pleurais parce que ça rentrait pas. Tu sais, quand t'essayes de rentrer un citron en mettant dans un trou trop petit, ben le citron, il va juter, il rentrera pas. Je me sentais un petit peu comme ça.
Fait que ça reste de même. Fait que je m'en vais à mon kiosque, je commence à m'installer, puis là, je suis comme tellement secouée par tout ça, je suis ébranlée, puis fait que là, je me dis, ça me donne rien de rester à mon kiosque, je serai pas de service, tu sais, je serai pas concentrée, je serai pas dans condition qu'il faut que je sois, donc je vais aller arranger ma posture, puis je vais aller me prendre un bain de me promener dans la foule, puis m'imprégner, puis me recentrer, puis tout ça. Fait que c'est vraiment drôle, tu vas rire. Fait que là, je marche, puis je me promène, puis je me promène. Puis là, tout coup, mon corps, il arrête en avant d'un kiosque. Et là, je me demande pourquoi je suis arrêtée. Fait que je me mets à fouiner sur la table qui est en avant de moi. Puis là, je regarde la table, puis je suis comme... tu sais, je cherche comme pourquoi je me suis arrêtée là. Et là, la personne qui est à son kiosque, elle me regarde, elle se retourne, puis elle me regarde. Elle dit... Chantal! Fait que là, j'étais comme, oui. Elle dit, je suis tellement contente de te voir. Et là, je reconnais pas la madame, là, 000 pin bar. Et là, elle me dit, je voulais tellement aller à ta conférence, mais je peux pas parce que j'ai mon kiosque. Elle dit, ça m'avait tellement fait du bien. Puis, fait que là, et là, je cherche, comment ça, je la connais. Puis là, elle me dit, on a reçu ton livre. Et là, je me dis, crime, ça a reçu mon livre, ça veut dire que j'ai fait une dédicace. Et tous ceux à qui ont acheté mon livre, je sais c'est à qui, parce que j'ai fait des dédicaces. Fait que là, puis elle me dit, on a reçu le livre. Fait que là, je fais comme, ça veut dire qu'il y était deux. Puis j'ai eu deux qui l'ont acheté à deux. Fait que là, je suis comme, puis là, je cherche. Et là, tout à coup, je la reconnais. Et je lui dis, c'est-tu moi qui ai mêlé? Ou tu te ressembles plus pas en tout? Par rapport à quand tu as acheté mon livre, ben, elle dit, je le sais. Elle dit, quand j'ai vu ta conférence, ça l'a tellement changé ma vie au complet que oui, j'ai perdu du poids, j'ai réorienté ma carrière, j'ai fait, en tout cas, la grosse affaire. Et là, je fais comme, tu sais, quand t'es dans l'eau, t'essayes de reprendre ton souffle, puis il y a de la vague, puis t'es plus capable, là. Puis là, je suis comme, puis là, j'essaye que ça rentre, et ça rentre pas. Fait que là, je me concentre juste sur ce qu'elle dit, puis j'essaie d'oublier le fait que je suis en train de me noyer dans cette reconnaissance-là, puis cette gratitude-là, puis là, et elle me prend dans ses bras, puis la grosse affaire et tout ça, puis là, je fais comme, OK. Fait que là, je suis toute émue, puis elle dit, ah ben voyons, je voulais pas te faire pleurer. J'ai dit, non, tu me fais pas pleurer, là, tu m'émeus, c'est pas pareil, tu sais. Fait que... je pars de là, puis là, je m'en retourne à mon kiosque, et là, je m'écrase, puis je m'assis, et je pleure, et je pleure. Et ma voisine de kiosque, mon amie, elle me dit, ça va-tu, Chantal? J'ai dit, oui, je suis en train de me noyer de reconnaissance. Et là, elle part à rire, fait qu'elle vient me rejoindre dans mon kiosque, et elle me prend dans mes bras, puis... et là, je suis pas... ça rentre pas. Ça rentre rien que pas et je me rends compte à quel point je suis pas capable de recevoir cette reconnaissance-là, cet amour-là, cette gratitude-là. Ça rentre pas. Je me sens vraiment comme quelqu'un qui est en train de se noyer parce que je suis pas capable de respirer dans cet amour-là qui vient à moi. Fait que je m'en vais dehors. Et je sors mon outil ultime, j'appelle mon chum. Mon chum, c'est quelqu'un de extrêmement terre à terre, cartésien. Il y a des talons là gros de même là pour te dire à quel point c'est une encre. C'est vraiment, il est comme un gros tronc d'arbre tellement qu'il est ancré. Il te met les mains sur ses épaules puis t'as l'impression qu'il y a une tonne de briques qui te rentrent dans le corps. Il est vraiment très 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 ancré. Probablement que c'est pour ça que c'est mon homme parce que j'en suis tout le contraire. Et là, j'appelle mon chum et j'ai dit, mon amoureux là pour l'Europe. Donc, j'appelle mon amoureux et je lui dis, chérie, je capote. Il faut que tu m'aides. J'ai dit, je suis pas capable de recevoir tout cet amour-là. Et là, il m'engueule littéralement. Il me chicane et il me dit, là, tu vas arrêter tes conneries. Ah, j'ai le repère de temps. Donc, il dit, ça fait 6 ans que tu débats, que tu fais tout ce que t'as, que t'es généreuse comme que ça se peut pas, tu donnes, tu te donnes, tu donnes du temps, tu donnes de l'énergie, tu donnes de l'argent, t'investis dans ta business pour offrir tout ce que t'as à offrir, puis il dit là, tu vas venir me faire chier parce que t'es pas capable de recevoir. Alors, il m'a tellement
il m'a comme saisi. Euh, et ça m'a fait rendre compte, ça m'a fait rendre compte euh, de comment je me concevais. J'ai pas prévu de Kleenex. Je vais aller me chercher des Kleenex. Ça m'a fait rendre compte à quel point euh, je donnais, je donnais beaucoup, mais j'avais oublié que je devais pouvoir être capable de recevoir pour continuer de donner. Euh, Parce que une rivière ou un fleuve qui reçoit pas d'eau va s'assécher, va se vider, va se déshydrater. Et à partir de ce moment-là, j'ai constaté, que c'était comme, c'était comme pas un objectif de recevoir. Mais crème, si on se part en affaires, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de l'argent, des clients, de la reconnaissance, qu'il va y avoir tout ça qui va devoir rentrer. Et pour moi, c'était tellement pas important euh, parce que je m'étais comme attribué un rôle de pourvoir au manque. Et c'est fascinant parce que, tu sais, j'y touche en même temps que je te le raconte aujourd'hui. Le manque que je concevais comme à combler chez les autres était inévitablement un immense manque que j'avais à l'intérieur de moi. Parce que j'aurais pas pu concevoir le manque si ne l'avais pas expérimenté. À l'époque, c'était inconscient. Aujourd'hui, mon repositionnement est fait, puis tu sais, j'ai changé de posture, j'ai changé de rôle, et surtout, je suis sortie du syndrome du sauveur parce que je me suis rendu compte que le vide, le prétendu manque que j'espérais combler chez les autres, le manque d'amour, le manque d'écoute, le manque de regard d'amour, le manque de regard d'espoir, le manque de confiance face à la joie, euh, face à l'espoir. Tout ça, c'est ce que j'avais le plus besoin de recevoir. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je me dévouais comme une débile à vouloir combler ce manque-là chez les autres, euh, sans même me soucier que j'expérimentais le même manque. Et mon niveau d'inconscience à cette époque-là était tellement grand que je voyais même pas que j'avais encore ce manque-là. Parce que lorsqu'on glisse subtilement dans le syndrome du sauveur, c'est comme si euh, le, tous nos manques s'effacent. Tu sais, c'est comme on change de costume, ben tout ce qui était dans le costume de la victime ou du bureau, c'est comme si c'était plus là. Et le sauveur est comme se définit en quelque sorte comme un pourvoyeur. Donc je réponds aux manques, je réponds aux besoins. Et dans cet espace-là, c'est comme si on devenait un magasin général et on n'avait pas conscience qu'il y avait un fournisseur qui venait remplir le magasin parce que c'est pas nous autres qui s'occupent des commandes ou tu sais. Fait que c'est vraiment fascinant cet espace-là où est-ce qu'on change d'espace, on change d'entité, on change de définition de nous, on change de posture face à notre relation à l'autre, puis on développe une aptitude à ne plus se voir dans nos besoins parce que le syndrome du sauveur est beaucoup le syndrome avant tout du pourvoyeur. Et le pourvoyeur, c'est comme si il n'a pas besoin de rien, il pourvoit. Donc, il comble des manques, il regarde les manques, il comble les manques. Donc, il pense même pas à s'auto-fournir. Fait que ça m'a tellement amené
de conscience par rapport à mon inaptitude à recevoir et surtout à quel point j'étais capable de voir le manque des autres, les besoins des autres. Et plusieurs années plus tard, quand je me suis vue, j'ai fait comme comment j'ai pu ne pas me voir. Le manque était tellement grand que je me suis demandé comment j'avais pu arriver à ne pas me voir. Et ça aussi, ça m'a touché profondément parce que comment on peut pourvoir à un manque si on ne voit pas le manque? Donc, je pouvais pas voir à quel point j'étais inapte à recevoir parce que pour être apte à recevoir, faut avoir d'espace de réception. Faut, tu sais, c'est comme un entrepôt. Si l'entrepôt est plein, ou qu'on se fait à croire qu'il est plein, si on se fait à croire que notre entrepôt est plein, qu'on ne manque de rien, on ne fera pas une commande. Il n'y a personne qui va amener un chargement. Donc, j'étais tellement inapte parce que je concevais mon entrepôt comme plein. Donc, c'était normal que je reçoive pas. Et ça, je l'ai vu vraiment dans toutes sortes d'aspects, autant chez des clients, des amis ou des personnes que je côtoie. Il y a beaucoup de là, je sors de mes expériences, je vais aller plus vers des différentes anecdotes pour peut-être te voir toi dans ta façon de te rendre inapte à recevoir. Il y a beaucoup de gens qui ont la peur du manque. On va dire ça comme ça, c'est aussi simple que ça, la peur du manque. Et je suis allée chez des gens qui avaient la peur du manque et que la maison ou l'appartement, peu importe, je l'ai vécu dans plusieurs contextes, la maison ou l'appartement était tellement plein qu'on avait de la misère à marcher, on avait de la misère à avancer. Il y avait aucune surface vide. Donc, tous les meubles, les tables, tout était hyper chargé de matériel, de stock. Et ces gens-là disaient, ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens de ça, je peux pas me payer ça. Et et c'est ça qui m'amène vraiment à la métaphore de l'entrepôt. C'est que quand on est tellement insécure, on va souvent se surconsommer ou surentreposer. Et c'est comme réconfortant. Les autistes, entre autres, ont un tempérament ils existent par écho. Puis là, on parle du spectre de l'autisme, je te dirais, le plus subtil, là. Ils existent par écho. Donc, ils ont besoin, comme les chauves-souris, là, tu sais, ils se déplacent par écho, ils ont comme un sonar, ils détectent. Ben, c'est un petit peu comme ça. Donc, les autistes vont exister par, est-ce que leur résonance va sur quelqu'un ou sur de la matière, ça fait pas de différence. Ils vont exister par écho. C'est comme un système de repérage. J'existe, je me vois par mon écho, par mon bordel, par mes biens, par ma relation à l'autre. Donc, c'est ce concept-là, puis là, je parle des autismes, mais l'humain standard aussi fonctionne un petit peu comme ça. Donc, on va exister par résonance ou par preuve. Donc, soit je suis car je possède, je suis car j'ai des certificats, je suis car... Donc, on va chercher à se définir. Mais au niveau si on se focus sur l'aspect recevoir, bien souvent, les gens les plus insécures qui se proposent qu'ils manquent vont surconsommer, surposséder pour se sécuriser. Et bien sûr, la providence a plus de place à fournir. Donc, je t'invite vraiment à écouter l'épisode sur la différence entre l'abondance et la providence. Je crois que c'est l'épisode 3, quelque chose du genre. Donc, c'est de se rendre compte que, comme admettons du linge, des vêtements, ok, c'est quelque chose que tout le monde expérimente. On se dit tout le temps, je vais user mes chaussures à la corde, je vais user mes chaussures au maximum, puis à un moment donné, ben je m'en achèterai d'autres. Les vêtements, c'est pareil. Je vais porter mon linge jusqu'à temps qu'il soit brisé ou que je sois plus capable de le regarder, puis je m'en achèterai d'autres. Et les choses arrivent et bien sûr, il y a une proposition de perte de contrôle parce qu'on décide pas quand est-ce que nos chaussures
perce, que nos bas percent, que nos vêtements se brisent ou peu importe. Donc, on tombe un petit peu dans un schéma que faut toujours s'adapter. Alors qu'on pourrait tout simplement inverser le processus. J'ai l'intention de m'acheter des souliers, je veux m'acheter du linge, donc je vais faire de la place. Donc, on se défait de ce qu'on a choisi de rajeunir ou de changer ou peu importe. Donc, d'inverser le processus redonne un sentiment de confiance, de contrôle, on nourrit notre foi de façon inconsciente dans le sens, si je suis assez confiante pour jeter, ben ça veut dire que je suis assez confiante pour remplacer. Et ça se fait, encore une fois, inconsciemment, spontanément, mais c'est une espèce de processus qui doit s'alimenter, qui doit se nourrir, de se regarder, d'avoir la présence, de dire, ben quand je jette, c'est parce que j'ai plus besoin. Quand je jette, c'est parce que j'ai choisi de remplacer. Quand je jette, c'est parce que j'ai confiance que je ne manquerai jamais. Donc, d'amener de la présence à la dépossession qui amène un sentiment de confiance face à la providence, c'est super important. Donc, d'apprendre et de s'entraîner, acheter, à se débarrasser, à donner, ça peut être donner, vendre, peu importe, jeter, OK? C'est pas important de la façon que tu fais ta place. Mais sois présent, sois présente parce que quand tu te défais de quelque chose, au lieu de nourrir la confiance et la foi en la providence, si tu nourris l'insécurité, ça fait une grosse différence, là. C'est pour ça que je fais cette émission-là, OK? Donc, de t'observer quand tu te défais, donc soit quand tu donnes, que ce soit de l'argent, que ce soit des biens, que ce soit du temps, que ce soit de l'amour, peu importe ce que tu donnes, le cerveau est un système mathématique. Le cerveau, il fonctionne plus un moins un. Et si lorsque tu donnes, tu fais moins un et que tu entres en insécurité dans la route de la peur du manque, t'es dans le caca, OK? Tu dois te repositionner. Donc, quand tu donnes, dis-toi, ben, si je suis capable de donner, c'est parce que je me suis donné le droit de recevoir, là. OK? Sinon, tu serais pas capable. OK? Donc, que ce soit de l'argent, quand tu achètes quelque chose, tu dis, je dépense pas, je me défais pas de 100 pièces. Je constate que je me suis donné le droit de recevoir 100 pièces et que j'ai le plaisir et la délectation de me procurer quelque chose ou de le donner à quelqu'un ou peu importe. Donc, la posture, c'est ce qui va te rendre apte à recevoir de plus en plus parce qu'au lieu de nourrir la crainte du manque, tu vas nourrir ta foi en la providence parce que dès que tu donnes, ça veut dire que tu te permets de recevoir et tu redeviens un affluent libre. Donc, tu redeviens un fleuve ou une rivière qui sait très bien qu'elle doit se permettre de recevoir de l'eau, sinon, mais qu'elle ait fini de se vider, il n'y en aura plus. OK? Donc, redeviens un affluent confiant, un affluent qui nourrit sa foi, qui nourrit sa présence à cette perpétuité-là, ce flot constant-là, où est-ce que ça n'arrête jamais? Si t'es plein, ben, tu sais, s'il y a une rivière qui coule, puis là, ben, il y a un lac qui déborde, ben, la rivière, l'eau, elle ira pas dans le lac qu'elle est supposée nourrir, elle va continuer, puis elle va nourrir les autres. Donc, c'est un petit peu comme, la providence marche un petit peu comme ça, là. Donc, de permettre que, de focusser sur tes espaces de plénitude, quand tu te proposes un manque, ben dis-toi, est-ce que je manque vraiment? Est-ce que il y a quelque part que j'ai du plein ou est-ce qu'il y a quelque part que j'ai du trop pour générer un prétendu déséquilibre? Parce que si tu vois un manque, c'est que tu vois pas le pas manque. Tu peux pas, tu sais, tout ce qui est perceptible par sa différence. Donc, si tu te proposes un manque à quelque part, c'est que tu as un plein à quelque part. Et si tu choisis pas de regarder l'équilibre entre les deux, ben tu pourras pas générer une foi ou une confiance quelconque face à ta capacité à recevoir et ta capacité à donner. Fait que c'est vraiment important de nourrir ce flot-là où est-ce que tu permets à l'énergie, on va appeler ça de l'énergie, tu redonnes la fluidité à la providence, la liberté au flot de
l'abondance. Donc, c'est vraiment important que tu te repositionnes dans ça. Donc, dès que tu donnes, puis il y a quelque chose, moi, qui me, qui me gosse, là, qui m'agresse. Il y a comme une nouvelle mode là, qui a été lancée de quand les gens donnent de l'argent, là, ils donnent leur argent, puis là, ils le plient comme ça, puis là, ils gardent la partie où ce qu'il y a, tu sais, que c'est comme donner puis recevoir en même temps, puis là, ils vont donner l'argent comme ça, puis là, ils disent que c'est une méthode pour nourrir la foi, nourrir l'abondance et tout ça. Si tu as besoin de faire tout ça, c'est que normalement, tu devrais te voir dans ton insécurité, là. OK? C'est un espace de haute sécurité où est-ce qu'on se fait à croire qu'on ne l'est pas. Sinon, c'est pas dans le geste, c'est pas dans le morceau de papier, c'est pas dans le billet d'argent qui est ta foi, c'est dans toi. Donc, c'est ta posture. Fait que si tu sens le besoin de te sécuriser en donnant, tu sais, en donnant même pas, là, en faisant à semblant de donner, c'est parce que tu es insécure. Puis, quand même que tu auras la meilleure technique pour donner, si tu sens le besoin d'avoir une technique, c'est que t'es pas dans la foi, t'es pas dans la confiance, t'es dans l'insécurité et tu te protèges de ton insécurité, là. Là, je suis pas fine. Puis, faisant ce que tu veux, puis, tu sais, il y en a peut-être qui ont une posture adéquate quand ils font ce processus-là de donner de l'argent en viewing, là. Mais c'est pas la façon de le donner, c'est la posture qui va faire une différence. Donc, c'est important que tu te vois dans ta posture. Est-ce que tu as besoin de te protéger parce que tu es insécure? Si tu rentres dans un quelconque processus de protection, c'est parce que tu vis de l'insécurité. Donc, toute protection nourrit l'insécurité. OK? Tu réécouteras l'épisode sur la peur là, si tu as besoin de plus de précision là-dessus. J'ai un épisode de podcast, mais je pense que j'ai 2 vidéos sur la peur aussi sur ma chaîne YouTube. Là. Donc, tu sais, tout système de protection ne fait que te révéler ton espace d'insécurité. Donc, c'est à toi de te repositionner et à faire des nouveaux choix. Donc, comment je me suis repositionnée par rapport à l'anecdote que je t'ai racontée dans mon salon d'exposition? J'avais des croyances limitantes qui sont tombées et je vais te les énumérer pour vraiment t'amener dans un espace où est-ce que tu vas pouvoir toucher encore plus concrètement là, comment se vit ces prises de conscience-là, où est-ce qu'on se voit enfin, on se rend compte. Donc, quelles étaient mes croyances limitantes, inconscientes avant l'expérience? Donc, ma croyance, la pire, c'était « je ne fais pas de différence dans la vie des gens ». Donc, ça, là, c'est ce qui me faisait brailler comme un bébé, qui me faisait pleurer comme un océan, parce que lorsque j'ai reçu ces 3 témoignages-là en même pas 1 heure, j'ai choisi d'y croire. Et c'est parce que j'ai choisi d'y croire que l'émoi, le pleur est monté si fort. Parce que si j'avais fait « oh, oui, il n'y a pas de problème. Ah, merci, c'est gentil. » Puis que j'aurais mis comme un parapluie pour ne pas prendre la peine de faire rentrer ce témoignage-là et de faire tomber ma croyance limitante qui était « je ne fais pas de différence dans la vie, je ne suffis pas ». Donc, c'était mes 2 croyances limitantes, mes 2 croyances les plus solides à l'époque. Si j'avais pas fait le choix de me repositionner, donc de croire en ces 3 témoignages-là, je n'aurais pas eu un émoi si fort. OK? C'est vraiment... je sais pas si je l'ai déjà raconté, je me souviens pas. J'ai pris un coaching récemment. Et donc, ma coach, elle m'accompagne dans tout mon processus. On fait un gros travail. Puis moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 200% ou je le fais pas, là, je me donne tout le temps. Et elle me regardait aller, puis elle dit, c'est donc bien capoté, comment t'es, qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Et à un moment donné, je livre mon produit fini qui était
qui était un webinaire, donc avec le PowerPoint, les slides, puis l'animation, puis tout le flafla et tout ça. Et là, elle dit, Chantal, ça me fait capoter. Elle dit, est-ce que tu vois le travail et le souci du détail que tu as mis, comment c'est extraordinaire? Et là, j'ai failli dire, ben oui, et là, je me suis vue. J'ai dit, hey, Chantal Beaumont, ça suffit tes conneries. Prends ce compliment-là, la personne te reconnaît, te voit. Et oui, je le savais que j'étais extraordinaire, mais veux pas, ça court pas les rues, les gens qui sont capables de nous voir dans toute notre splendeur. Et on a toute cette espèce de syndrome-là où est-ce qu'on espère que papa ou maman va finir par nous voir et on doit se contenter que ce soit quelqu'un d'autre un jour. Et je me suis comme forcée à recevoir son compliment d'admiration. Et lorsque j'ai comme laissé rentrer ça, puis que j'ai comme dit, bon ben attends un peu. Et là, je me suis imprégnée du compliment, je l'ai permis de rentrer. Et elle m'a regardée et elle dit, comment ça que c'est moi qui ai envie de pleurer alors que je te fais un compliment? Et je lui ai expliqué qu'on est tellement habitué à faire des compliments qui nous reviennent en pleine gueule parce que les gens les laissent pas rentrer. Et ce qu'elle a vécu, autrement dit, en me lançant une balle d'amour, puis que moi j'ai gobé la balle, puis que je l'ai laissé rentrer, nos âmes se sont touchées, nos âmes ont pu connecter. Et dans cet espace de proximité-là, les moi montent inévitablement parce que l'âme s'emploie à livrer l'amour. Et il y a tellement peu de gens aptes à recevoir l'amour sous toutes ses formes, que lorsqu'elle réussit, c'est comme quand on pêche un poisson, ça fait 3 heures qu'on est sur le lac, on n'a rien pêché, puis on relance notre ligne, on relance notre ligne, on relance notre ligne, et finalement, on pogne un poisson, puis là, on manque de chavirer la barque parce qu'on est heureux. Ben, l'âme, c'est un petit peu comme ça aussi, lorsqu'elle lance des perches d'amour et que elle se les fait refoutre en pleine face parce que les gens sont pas aptes à recevoir des compliments, de l'admiration, de la gratitude, elle se lasse. Donc, lorsque, tu sais, c'est une coach qui accompagne des dizaines et des centaines de solopreneurs, donc c'est sûr qu'ils acceptent pas tous ces compliments. Et là, pouf, elle a lancé une perche et la perche est rendue. Et c'est pour ça qu'elle s'est mise à pleurer. Et quand j'ai expliqué ça, elle dit, ouais, ça fait du sens. C'est vrai que je le dis beaucoup, mais ça se rend pas tout le temps. Fait que, quand je dis que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas aptes à recevoir, ben ne serait-ce que de recevoir un compliment. Regarde comment tu réagis quand on te fait un compliment, que ce soit dire ah t'as des beaux cheveux aujourd'hui, ah check-moi pas là, je me suis pas coiffée, ou quand on dit ah t'es donc bien belle ta robe, ah je l'ai pas payée cher. Tu sais on a tendance à toujours comme estomper un espace où ce qu'on peut simplement dire merci. Euh, et cet espace précieux-là est euh, ce dont tu dépends pour enfin pouvoir recevoir. Donc, regarde-toi, là, l'espace le plus facile, c'est au niveau des compliments. Quand on te fait un compliment, comment tu réagis? Si tu le rejettes du revers de la main, tu tends à le diminuer, à le minimiser, à te camoufler ou que tu te sens gêné, ben, demande-toi pas si tu as de la misère à recevoir. Oui, tu as de la misère à recevoir parce que il n'y a pas de différence entre recevoir de l'argent, recevoir un compliment, recevoir un client, recevoir un témoignage sur ton site web. C'est tout ça dépend de ta posture. Si tu crois que tu ne mérites pas parce que tu te conçois comme trop ou pas assez, ça l'affecte toutes ces sphères-là de ta vie. Et l'espace le plus facile pour s'en rendre compte, ben, c'est par le biais des compliments. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va te faire des compliments tous les jours, mais tu sais, vois-toi dans ta capacité à recevoir des compliments. Je t'amène maintenant vers le cercle vicieux de la dévalorisation. Donc, c'est vraiment, j'appelle ça un cercle vicieux parce qu'il est vraiment vicieux.
il est vraiment vicieux parce que il commence par une des deux postures suivantes. Vouloir plus et ou constater un manque. OK? Que tu partes d'un ou l'autre, tu vas revenir à l'autre. OK? C'est vraiment un cercle vicieux, là, c'est une roue qui tourne. Donc, je te révèle le cercle vicieux de la dévalorisation. Donc, on va partir d'un constat de manque parce que c'est ce qui est plus répandu. Il y en a qui se donnent même pas comme moi, là, personnellement, vouloir plus ou avoir des désirs. Pour moi, c'était un luxe. Fait que, tu sais, je touchais pas à cette zone-là. Fait qu'on va partir on voit le manque. Donc, on se propose un manque d'argent, un manque de temps, un manque d'amis, un manque d'amour, peu importe, OK? Donc, notre focus, c'est je manque. OK? Quand je dis un focus, ça veut dire que c'est la seule chose ou presque qu'on regarde dans notre vie. Donc, si on a un focus de manque, qu'est-ce que ça va générer comme réalité, comme expérience dans ton quotidien? Ben, ça va faire que tu vas être convaincu du futur perpétuel de manque. Si ton focus, c'est le manque et que tu aspires à plus tout le temps, ben, tu vas tout le temps regarder partout où ce que tu manques quelque chose et tu vas devenir par être le manque. Tu vas exister sur la planète où le manque est perpétuel. Donc, ton futur, c'est comme si tu allais te proposer qu'il n'y a pas rien qui va changer puis qu'il n'y a rien qui peut changer parce que tu passes d'un manque à l'autre. Donc, je manque de temps, mais je manque d'argent. Fait que là, ça me prendrait plus de temps pour générer plus d'argent. Donc, ça va faire comme une roue. Donc, si ton focus est sur le manque, tu vas générer un futur perpétuel de manque. Qu'est-ce que ça va amener? La répétition. Donc, tu vas toujours passer d'un manque à l'autre. Qu'est-ce que ça va générer de passer d'un manque à l'autre? Tu vas développer et confirmer une identité qui en découle. Donc, je suis pauvre, je suis pas chanceux, je ne mérite pas. Donc, tu vas te définir par l'expérience du manque. Donc, la répétition va venir confirmer ta vie, ta réalité, et ça va finir par te coller une étiquette identitaire à laquelle que tu vas toujours confirmer parce que la perpétuité, ta conviction qu'il n'y a rien qui peut changer va faire que ça va se répéter et ça va confirmer et tu vas exister sous la forme que tu vas être défini par le biais de l'expérience de la proposition du manque. Qu'est-ce que ça va donner? Ben, inévitablement, à un moment donné, à un moment ou à un autre, tu vas te retrouver dans l'espace où tu vas te proposer que tu ne mérites pas. Et cet espace-là, où est-ce on se propose de ne pas mériter, c'est un espace relativement inconscient. Parce qu'on se dit pas, ah, moi, je mérite pas. Mais si on a développé l'identité du pauvre, du trop, du pas assez, ben c'est comme sous-jacent. Donc, c'est un espace relativement inconscient, l'espace où on décide de croire qu'on ne mérite pas, parce que, dans le fond, on réaccède à une réalité, comme je te disais tantôt, transgénérationnelle. On baigne dans un bain où on ne mérite pas. Et on trempe dedans sans vraiment s'en rendre compte parce que la croyance est comme préapprouvé, on choisit pas de croire qu'on mérite pas, on a déjà le gène du non méritant, si on peut dire. Donc, on fait pas un choix conscient d'aller dans cet espace-là, on l'a déjà comme un potentiel à se retrouver là. C'est pour ça que c'est un espace vraiment assez inconscient là, quand on se retrouve là. Et qu'est-ce que ça va générer? Ben, si on mérite pas, c'est parce qu'on vaut rien. OK? Donc, au-delà du trop passé, là, il y a je vaux rien. Donc, je ne mérite rien, fait que je vaux rien parce que si je ne possède rien, si je n'ai rien, ben je ne vaux rien. Donc, il y a comme l'équation de valorisation qui s'installe parce que l'identité découle, tu sais, c'est comme un composé, un amalgame qui se produit où est-ce que si tu es non méritant, ben ta valorisation baisse au maximum. Et qu'est-ce que ça va faire? Tu vas vouloir plus, donc tu vas regarder tout ce que tu n'as pas. Donc, le cercle vicieux est là. Donc, si je te le résume, là, on regarde le manque, on est convaincu que ça ne changera pas,
ça se répète, donc on développe l'identité qui en découle. Ça fait qu'on devient convaincu de manière inconsciente qu'on ne mérite pas, on s'enlève de la valeur et bien sûr, on veut plus pour se valoriser. Donc, on désire plus, ce qui nous ramène au manque. Alors, c'est la roue infernale de la proposition de manque. Donc, si je t'amène à l'incitatif d'intégration. Comment tu peux flipper, donc tourner, changer toutes les propositions de manque en constat de gain, OK? Donc, comme je te disais tantôt, quand tu donnes, quand tu achètes, quand tu te départis de quelque chose, que peu importe la façon ou le moyen, observe ta posture et dis-toi que si tu es capable que ça sorte, c'est parce que tu as permis que ça rentre, OK? Souvent, on permet que ça rentre sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on se propose le manque. Parce que quand on donne, on n'est pas aussi conscient que quand on reçoit. Fait que c'est important de te repositionner et de voir que, ben, si je suis capable de donner, c'est parce que j'ai été capable de recevoir. Donc, tu nourris ta foi en ta capacité à recevoir, parce que sinon, tu serais pas capable de donner. Fait que c'est important que tu te positionnes sainement dans, je fais pas juste donner, je crée un équilibre donner-recevoir. OK? C'est super important. Fait que transforme toutes tes propositions de manque en constat de gain. Quand tu as l'impression de manquer quelque chose, dis-toi, ben, je dois déborder quelque chose. C'est sûr qu'il y a un aspect de ma vie dans lequel ça abonde. Il y en a beaucoup qui disent, mettons, j'ai pas de clients. Ben, je leur dis tout le temps, mais tu dois avoir du temps. Puis là, je suis plate. Je sais que je suis plate. Je sais que je suis pénible. Mais, tu sais, on dit souvent, j'ai pas le temps. On dit tout le temps, je suis fatiguée, j'ai pas d'énergie. On dit plein d'affaires de même. Puis on veut des clients, on veut des clients, on veut des clients. Alors que dans le fond, si on n'a pas de temps puis d'énergie, c'est normal qu'on n'ait pas de clients. T'es la priorité. Donc, ça va t'abonder de temps pour que tu puisses te combler avant de combler tes clients. Donc, c'est juste un petit exemple que normalement, moi, maintenant que je m'entraîne à ça, je ne suis plus capable de ne voir que le manque parce que dès que je me propose un manque, je regarde c'est où que je abonde. Donc, c'est où que j'ai le plus dans ma vie parce que c'est sûr que si je manque à quelque part, c'est que j'ai du plus, là. OK? Fait que je ramène un équilibre. OK? Alors, c'est vraiment de développer ton réflexe de flipper toutes tes propositions. Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à te repositionner par rapport à ce complexe-là? Parce que j'appelle vraiment ça, parce que c'est quand même assez complexe. C'est le comprendre et gérer le complexe identitaire et la meilleure façon de faire ça, c'est sûr qu'en accompagnement, je te dirais, on va aller mettre le doigt sur un problème précis. Mais le problème précis, c'est souvent, c'est comme un syndrome d'une maladie, c'est un symptôme. Il y a quelque chose de sous-jacent de plus grand. Fait que je te dirais, l'école va te permettre qu'il n'y ait pas de plein de sous-jacents, tu vas aller les faire tout en même temps. Fait que c'est vraiment mon école Confetti ta vie sur confettitavie.ca. Tu vas voir toutes les informations pour pouvoir t'inscrire et en passant, c'est en Evergreen, tu peux t'inscrire à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et de l'année. Donc, cette école-là, c'est ce qui va te permettre à la fois de te voir, de te repositionner et d'exister sous une nouvelle forme, pas en changeant, mais au lieu d'être toujours dans des espaces de trop passer, puis de passer tout le temps d'un à l'autre, de passer d'un manque, d'un inconfort, d'un problème, tu vas vraiment accéder à l'espace où tu suffis, OK? Parce que on a toujours suffi. Tout comme un enfant qui vient au monde, il n'y a pas à mériter de manger, OK? Donc, par le biais de l'école, tu vas renouer avec cet espace-là où tu te donnes le droit de recevoir sans avoir besoin de rien faire. Donc, c'est l'espace où tu suffis, donc tu mérites parce que tu permets enfin que tu sois comblé. Tout simplement. Pas parce que tu as fait
ciel et terre, pas parce que tu travailles 80 heures par semaine, pas parce que tu as donné plus que tu recevais, parce que tu es. Et dans cet espace-là, c'est vraiment hallucinant, c'est trippant, c'est le fun. Parce que tu arrêtes d'avoir le sentiment de subir ta vie. Donc, c'est ce qui fait la grosse différence à mon école, c'est que je te demande pas de changer, je te demande de arrêter d'être convaincu que du trop ou pas assez. C'est vraiment juste ça. Et j'essaie pas de te convaincre, je te fais vivre l'expérience. Fait que c'est très différent comme processus. Donc, c'est pas du développement personnel, c'est un retour à la source, c'est une renaissance qui va t'aider à comprendre comment tu es arrivé à être tellement convaincu que tu étais trop ou pas assez et à enfin choisir de croire que tu suffis parce que tu as toujours suffi, sauf le jour où tu as été convaincu du contraire. Fait que c'est l'espace dans lequel je me fais un plaisir avec tout l'amour du monde de t'accompagner parce que mon école, c'est vraiment un accompagnement hybride où est-ce que tu as un enseignement pédagogique en capsule vidéo, mais tu as des rencontres avec moi aux 2 semaines. Donc, c'est en vrai de vrai, là. C'est du live. Donc, tu as 3 rencontres par mois avec moi, là. Fait que c'est vraiment un processus d'accompagnement vraiment trippant en groupe ou en individuel. Je termine donc avec le mantra de la semaine. Pour faciliter ton accès à l'espace où tu suffis, puisque je sais que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, je permets aux propositions de manque de se dissoudre par mon choix de voir ce que j'ai en abondance. Je répète, puisque je sais que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, je permets aux propositions de manque de se dissoudre par mon choix de voir ce que j'ai en abondance. Je te souhaite sincèrement d'utiliser ce mantra-là et que ça fasse une réelle différence dans ta vie. Ça en a fait une dans la mienne. Parce que sinon, je plaiderais pas ça parce que moi, j'ai transité cet espace-là, puis je souhaite à tout le monde de découvrir un jour qu'il suffise parce que c'est tellement moins énergivore de faire les choses par plaisir plutôt que de faire les choses pour mériter. Donc, c'est vraiment ce que je te souhaite. Alors, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Je t'invite vraiment à partager. Il y a tellement de zones d'inconscience face à recevoir que tout le monde a besoin de ça, là. Il y a beaucoup de monde que moi j'ai vu, là, puis que là, je vais leur dire, va écouter cet épisode-là maintenant qu'il est sorti. Donc, le niveau d'inconscience face à être capable de recevoir versus vouloir recevoir, ben, c'est un espace d'inconscience dans plein de petits espaces très subtils. Fait que je t'invite vraiment à partager. Je te remercie pour ta collaboration parce que, bien sûr, je fais ces podcasts-là pour aider un maximum de gens, mais plus qu'il y a un maximum de gens qui contribuent en le partageant, ben ça coûte gratis, ça aussi. Alors, je te remercie, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.